Mesdames et messieurs, installez-vous, nous allons démarrer votre émission L'Afrique dans tous ses états. Si vous avez raté l'actualité, eh bien rassurez-vous, on la récapitule ici. Alors, 3 sujets sont à l'ordre du jour et oui, c'est un espace d'échange et qui parle des enjeux du continent africain. Alors, les 3 sujets que nous avons décidé de choisir par rapport à vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Internet, eh bien, les voici. Élection au Cameroun, l'exclusion de Kamto, quel risque pour le Cameroun? Mesdames et messieurs, on continue avec la Côte d'Ivoire. Où va-t-on? Vers une élection des plans B? Peut-être. Et enfin, souveraineté, transparence, réforme, où en sommes-nous au Sénégal? Mesdames et messieurs, voilà les 3 pays à l'honneur dans cette émission L'Afrique dans tous ses états. Sujet que nous allons aborder avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, monsieur Kadiali Noba. Vous êtes cadre Moncap PASTEF. Merci Aïssatou et heureux de vous retrouver avec Baba et monsieur Camara. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici sur le plateau. On continue en face de vous. Vous avez Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Aïssatou et bonjour à nos co-panélistes et nos commentateurs. Exactement, commentateurs, on insiste dessus cette émission. L'objectif c'est vraiment de vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à commenter et puis à regarder aussi toutes les vidéos que nous postons sur YouTube. On continue avec notre cher docteur Mamadou Camara. Vous êtes économiste et maître de conférence. Bonjour Aïssa, bonjour à notre invité, bonjour Baba. Et bonjour à nos commentateurs, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On commence dès à présent. Donc, on va commencer avec le Cameroun, si vous me le permettez bien. Donc, oui, ça bouge énormément sur le continent africain. On a pu voir ce qui s'est passé au Cameroun. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous propose tout simplement de regarder une vidéo et de revenir. Maurice Kamto, principal opposant au président camerounais Paul Biya, est officiellement écarté de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. La commission électorale ELECAM a rendu public samedi la liste définitive des 13 candidats retenus. Le nom de Kamto n'y figure pas. Aucune explication officielle n'a été fournie afin de motiver ce rejet. Les candidats non retenus disposent de 2 jours pour faire appel à la décision. Maurice Kamto, arrivé 2e lors du scrutin de 2018 avec 14% des suffrages, avait déjà contesté les résultats à l'époque, dénonçant de nombreuses irrégularités. Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un nouveau mandat. De retour sur le plateau, petite introduction, et oui, mesdames et messieurs, c'est désormais officiel. La candidature de Maurice Kamto à la présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 a été rejetée par ELECAM, donc dans une notification datée du 26 juillet, donc tout récemment. Le directeur général des élections évoque l'article 125 alinéa 2 du code électoral et justifie le rejet par une pluralité d'investiture par le Manidem. Une formulation ambiguë qui soulève donc de nombreuses interrogations. Est-ce une faille juridique, réel ou un prétexte pour écarter un adversaire redouté par le régime Biya? Alors ces décisions risquent-elles de raviver les tensions dans un pays déjà fragilisé politiquement et socialement? Le débat est ouvert. Alors je me tourne vers vous, bien sûr, notre invité du jour, Kadiali Noba. Qu'en pensez-vous? Déjà, Paul Biya, donc il a officiellement annoncé sa candidature à 92 ans. Il décide de briguer un autre mandat. Alors, je l'ai appris avec, comme tout le monde, sans surprise, je pense, parce que je me disais que depuis 2019, le sujet était déjà sur la table, en fait, pour Maurice Kamto, quand il avait décidé, en fait, de boycotter les élections au niveau du Cameroun, parce qu'au niveau du Cameroun, dans la législation camerounaise, en tout cas, avec le système qui existe, c'est que si vous n'êtes pas représenté, en fait, vous n'avez pas de député, vous n'avez pas, en fait, de conseillers municipaux, souvent, vous êtes considéré comme un candidat indépendant pour les partis politiques. Donc, il fallait avoir en réalité un certain nombre de signatures, je pense que c'est 300, qu'il fallait avoir par des autorités, par les parlementaires ou bien des autorités religieuses, c'est ce qu'on dit généralement. Et donc, il avait essayé de contourner ces dispositions en s'alliant avec le parti Manidem en réalité, qui permettait à Maurice Kamto de pouvoir en fait représenter un parti politique. Sauf qu'il y a eu en fait l'autre candidat qui était déjà évincé, mais qui s'est présenté. Et donc cette partie-là, je dirais que c'est prévisible. En même temps, c'est dommage pour la démocratie camerounaise de ce qu'il en reste, parce que là, ça risque de raviver les tensions encore, et on va aller vers des lendemains incertains. Et la jeunesse camerounaise, je pense qu'aujourd'hui, est appelée
à prendre ses responsabilités, le peuple camerounais en réalité. Parce que je pense que la bataille n'est pas perdue puisqu'il a 48 heures pour introduire un recours devant le Conseil constitutionnel qui aura la dernière décision. Mais quand on en parle avec des amis camerounais, ils n'ont pas d'espoir, ils n'y croient pas. Et donc ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que maintenant, on attend la réaction du candidat Kamto pour savoir comment il va se positionner, parce que le fait de ne pas être retenu in fine, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être en fait un acteur de cette élection présidentielle. Bien sûr. Pour le coup, on n'en est pas encore là, on attend les 48 heures avant de se positionner concernant cela. Alors moi, je me tourne vers vous. Déjà, on n'a pas eu le temps de se voir sur le plateau pour parler de la candidature de Paul Biya. Baba, vous qui faites les pronostics concernant les candidatures Côte d'Ivoire et Cameroun, est-ce que vous anticipiez, est-ce que vous pensiez que Paul Biya allait se présenter? Oui, parce que... Il a 92 ans. Oui, parce qu'il avait déjà dit lors de ses vœux déjà. Ensuite, il y avait eu, entre-temps, son message à la jeunesse, qu'il était là encore pour la jeunesse. Et là, bon, donc c'est pas aucune surprise qu'il soit présenté. Et là, à partir du moment où on a vu son communiqué récemment, la manière dont le communiqué a été écrit, c'est là où je me suis dit, ça me rappelle, je ne sais plus quel président avait dit, on n'organise pas des élections pour la perdre. Donc c'est à partir de là que j'ai su que ce qui allait arriver devait arriver. Mais, et puis il ne s'embarrasse pas, parce que si vous regardez bien, il y avait le ministre de l'administration territoriale qui avait complètement commencé déjà à menacer frontalement. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, vous dites menacer tous les influenceurs, tous ceux qui sont sur les plateaux télé et toutes les personnes qui oseraient parler de Paul Biya. Donc clairement en disant que ces personnes, et surtout les plateaux, c'est-à-dire que là, même si notre plateau était à Douala ou on se demande est-ce qu'il ne serait pas à côté. Donc c'était clair qu'il fallait évincer. Et puis le problème en tout cas, de là ce qui se passe, c'est que comme il le rappelait, Kamto est parti sous le Maniden. Mais c'est-à-dire que même de la manière, sauf que c'était il y a 5 jours qu'il est parti du côté 5 ou 7 Exactement, qu'il a démissionné. Donc une stratégie que ne s'attendait pas le régime. Et donc on voit que c'est un harcèlement, il faut dire les choses. Il fallait écarter ce monsieur à tout prix pour ne pas les gêner dans leur prise du pouvoir, parce que les jeux sont déjà faits et ça se voit. Et pour parler du Conseil constitutionnel, on a vu les premiers... donc les avocats face au juge qui se dit incompétent. Donc il faut vraiment ne s'attendre à rien de la part de cette Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel. Bien sûr, je me tourne vers vous, docteur Camara. Donc effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le plateau. Alors effectivement, Maurice Kamto, donc pour l'instant en tout cas exclu de l'élection présidentielle donc au Cameroun. Paul Biya qui annonce officiellement donc sa candidature donc à l'élection présidentielle. Le président donc du Manidem qui prend la parole et qui parle de manigance, etc., etc. Vous en pensez quoi de la situation au Cameroun? Alors, donc, on va dire que c'est pas, comme l'ont précédemment dit mes copanélistes, en fait, c'est pas une surprise. Je pense qu'on avait eu une petite discussion par rapport à cette éventualité. Et donc, malheureusement, dans nos pays, les gens qui sont parfois au pouvoir depuis très longtemps donc, utilisent toutes sortes d'artifices pour empêcher les challengers de pouvoir, en fait, assurer une alternative. Donc le cas de Kamto, évidemment, c'est vrai que le fait d'avoir fait une politique de la chaise vide et de n'avoir pas eu des élus, donc ça a été quelque chose il s'est attendu qu'on utilise ça contre lui. Il a eu le bon réflexe de contourner ces difficultés, donc en se faisant investir comme c'est autorisé par un autre parti, donc le Manidem. Et malheureusement, dans tous les cas, je pense que la décision de ne pas le laisser concourir a été une décision déjà prise depuis très longtemps de la part du pouvoir camerounais. Donc même s'il n'avait pas fait ça, et qu'on aurait toujours trouvé quelque chose pour invalider sa candidature. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, ça fait un petit peu le parallèle avec la situation en Côte d'Ivoire, on verra, où on empêche des candidats dans lesquels une bonne partie de la population se reconnaît, on les empêche de concourir. Et ça, c'est quand même dommage pour la démocratie. Et ça ne fait qu'enlever de la crédibilité
donc, au Cameroun. Donc là, sur le plateau, vous considérez que la décision finalement d'Elecam est tout simplement politique et juridiquement non fondée, parce qu'ils ont quand même donné l'alinéa donc 121 du code électoral, donc ils se sont basés sur des textes de loi. Là, la raison, c'est la pluralité donc des candidatures pour le Manidem. Vous en pensez quoi? Ouais, moi, je pense que c'est que d'habitude, on constate dans ce pays qu'il y a beaucoup de décisions qui ne respectent pas, en fait, qui ne sont pas fondées sur des textes de loi. Même si aujourd'hui, il y a une décision qui semble-t-il être fondée sur un texte de loi, dans le commun des mortels, dans l'opinion en tout cas publique, on a de sérieux doutes en fait sur la légalité en fait, ou bien le fondement, le fait que cette décision est fondée uniquement sur les textes de loi. Parce que là, on sait que Kamto était en fait le deuxième lors des dernières élections en fait en 2018. Il est arrivé deuxième avec 14% en fait des suffrages. Et parmi tous les candidats en tout cas même si la liste était longue, 83 je crois, ceux qui étaient candidats à la candidature, lui c'était le plus crédible. Celui qui, parfois dans la diaspora, qui réunissait même le plus de monde. Le plus gros opposant, qui est arrivé 2 ans, et on sait que depuis 2018, il avait toutes ses chances, et surtout d'arriver peut-être à avoir un deuxième tour, s'il devait y avoir, ou bien de faire consensus, parce que aussi, il ne faut pas exclure cette idée que si moi j'ai cet espoir de dire qu'à un moment donné, il faut que la population, je dirais les jeunes, parce que le Cameroun quand même c'est un pays très jeune, comme la majorité des pays africains, qu'ils se disent à un moment donné, on a envie de changer de cap. Parce que si on veut continuer en fait avec Biya, c'est toujours en fait ça va être les mêmes, et que le pays est dans une situation économique très compliquée depuis longtemps. Les infrastructures, il n'y en a pas quasiment, et aussi sur le plan politique, la parole n'est pas libérée. Donc je dirais qu'aujourd'hui avec Kamto, le Cameroun est en train de perdre une chance, je dirais pour moi en tout cas. Et donc là c'est la population qui doit prendre sa responsabilité, comme ça se fait dans tous les pays, parce qu'il ne faut pas attendre en réalité des dirigeants, des gouvernants actuels qui changent les choses en fait, parce que eux, la situation les arrange. Et aussi il y a des divergences entre différents clans. Donc quand on voit même la candidature de Biya, ça montre que même au niveau de des gouvernants actuels, ils n'arrivent pas à renouveler le personnel politique, entre guillemets, j'allais dire. Voilà. Moi, c'est ça. Juste pour rectifier, donc on parle bien sûr de l'article 125 donc, du code électoral. Oui. Et puis juste, bien sûr, pour les téléspectateurs, il n'y a qu'un seul tour au Cameroun, donc ça rend encore la tâche encore plus difficile pour les candidats, c'est-à-dire le premier qui a le plus de voix remporte l'élection présidentielle. Donc tout à fait. Encore plus simple pour eux. Alors oui, je me tourne vers vous. Donc politiquement motivé, il n'y a aucun doute selon vous? Mais ça se voit même dans la manière dont ça a été fait. Déjà avant, par rapport au MRC, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, il pouvait quand même se présenter. Il y avait une loi qui permettait, si vous avez des élus, donc il y avait des élus qui avaient rejoint le MRC, pouvaient, mais à la limite, il y avait des interprétations qui se faisaient. Donc c'est pour ça qu'il a contourné, il s'est dit je sécurise. Et là, si vous regardez bien, Kamto a été désigné par le président du Maniden. Exactement, Anissé Ekam. Et là, il y a des vidéos qui circulent, il y a des choses, en tout cas, il y a eu des témoignages qui disaient que clairement, on leur avait proposé de l'argent, dont une dame, je n'ai pas retenu son nom. Madame Ekam. C'est Madame Ekam, dont on leur avait proposé de l'argent pour écarter la candidature de ce monsieur, de monsieur Kamto. Et le fait de mettre M. Yebga, après on verra s'ils vont pouvoir sortir des preuves, mais c'était clairement on soupçonne de l'avoir payé pour mettre sa candidature, pour avoir une double candidature. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le RDPC aussi avait double candidature avec Oono et le président Biya. Mais bon, ça s'est réglé très rapidement. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est purement politique. On utilise éventuellement, comme dans beaucoup de pays, la justice pour faire ce type de forfait, mais c'est purement politique. Il fallait écarter un adversaire qui... Vous considérez qu'ils ont été pris de court pour donner une justification, en tout cas un argument finalement aussi faible avec cet article 125 et concernant la pluralité des candidatures? Mais dans tous les cas, depuis très longtemps, donc les cadres du RDPC avaient prédit
cette éventualité d'écarter Kamto donc de la course, notamment en se focalisant d'abord sur le fait que son parti n'avait pas d'élus et que si on devait interpréter la loi, même s'il y a d'autres élus qui ont rejoint son parti... Donc c'est pour ça, comme Baba l'a dit, il a voulu sécuriser... Voilà, donc dans tous les cas, quelle que soit l'éventualité, ils allaient toujours trouver quelque chose pour invalider la candidature de Kamto. Donc c'est quand même déplorable que dans nos pays, en fait, comment on appelle ça, les institutions sont toujours instrumentalisées par le pouvoir. Donc la loi, on l'interprète toujours dans le sens qui est favorable au pouvoir. Donc, bon, à part quelques exceptions, on en parlera peut-être, il y a peu dans le personnel juridique, il y a peu de juges qui sont capables. Donc c'est pour ça que, pour revenir sur l'histoire du Conseil constitutionnel, personne ne se fait d'illusions. Je ne pense pas que le Conseil constitutionnel au Cameroun aujourd'hui va rendre une décision favorable à Kamto. De Maurice Kamto. Voilà. Donc Anissé Kam, donc président du parti Manidem, a pris la parole à plusieurs reprises, donc ces derniers jours, tout récemment même, pour dénoncer donc la décision et surtout annoncer qu'il détenait des audios, donc très compromettants concernant où est expliquée donc la manigance orchestrée, donc c'est comme ça qu'il l'appelle, pour exclure donc le professeur Kamto. Et donc apparemment ce seront des preuves qu'ils vont donc donner au Conseil constitutionnel, et pour lui il considère qu'il n'y a pas de possibilité de ne pas finalement constater qu'il y a eu une tentative de corruption pour écarter le professeur Kamto. Est-ce que vous pensez que ça va tenir ? Moi, je ne pense pas, en fait. Parce que le coup est déjà parti. Et on s'imagine, même s'il sortit ses preuves et que c'est vrai, quelle sera la configuration ? Est-ce qu'ils vont dire on va réintégrer Kamto ? Je ne pense pas, en fait. Ça ne sera pas suffisant. Et j'aimerais bien dire aussi sur ce point-là, c'est que le principal enseignement qu'il faut en tirer, c'est qu'il n'est jamais bon pour un opposant de boycotter des élections. Parce qu'en fait, dans aucun pays africain, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu, de ma petite expérience, le fait de boycotter des élections, ça a eu un effet positif. Donc ça veut dire que même si d'habitude les dés sont pipés un petit peu, le jeu est biaisé, il faut toujours concourir, en fait. Parce que là, la situation nous renseigne que Kamto, en fait, a quand même prêté le flanc pour se mettre dans une situation difficile. Parce que quand il y a interprétation, ça ne peut jamais jouer en faveur, en réalité, des opposants ou bien de l'opposition, de manière globale. Donc, c'est le principal enseignement que j'en tire, en tout cas. Exactement. Donc, on le dit sur le plateau, donc de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et finalement, il y a une autre solution qui a été choisie. Alors, on le dit, malgré donc, les preuves, vous considérez que ça ne va pas tenir devant le Conseil constitutionnel. Quelles conséquences ? Quelles conséquences pour le pays ? Quelles conséquences pour le parti ? Quelles conséquences pour Maurice Kamto ? Alors après, il y a la rue qui est là. Donc c'est pour ça que moi je pense que la légitimité, c'est vrai qu'on la tire des élections, mais pas que. Parce que tout le monde sait qu'il est quand même un candidat dont se réclament beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais estime que c'est lui qui peut assurer la relève. Donc j'ai justement vu circuler des images, donc hier, des manifestations à Douala, donc là où il y avait donc déjà le siège du Manidem, où on a le pouvoir à empêcher donc le parti de tenir une conférence de presse, et sitôt il y a eu beaucoup de jeunes qui sont descendus dans la rue. Et qu'est-ce que ces jeunes scandaient ? C'est que Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Donc ça veut dire que la rue, donc si elle arrive à être mobilisé, peut-être que, mais attention, parce que de l'autre côté, il y a déjà 2-3 jours, le ministre de l'administration territoriale avait déjà menacé les gens en disant qu'il ne tolérerait aucune remise en cause de la décision d'Elec-Cam. Donc, ce qui fait que ce qu'on crée aujourd'hui, c'est sûrement une montée des tensions au Cameroun, avec sûrement une répression qui va sans doute s'enclencher. Et peut-être que si malgré tout, si la rue reste mobilisée, peut-être qu'on peut aboutir à une autre alternative qui est de forcer Biya à partir. Je pose la question parce que Anissé Kam, donc le président du Manidem, a insisté dessus, à savoir pour l'instant, effectivement, donc on attend donc la décision du Conseil constitutionnel. Il n'y a aucun mot d'ordre qui a été donné, notamment aux militants du Manidem et à Mercé, etc., etc. Mais la question c'est que peut-il se passer ? Comment l'anticiper ? Est-ce que vous pensez que finalement il va y avoir ça va être très difficile, la situation sur le terrain va être très difficile, quoi qu'il se passe ?
Tout dépend, comme il dit, de la pression populaire. Mais la pression populaire seule ne suffit pas. Il faut aussi la pression internationale. Et donc on se demande, est-ce que l'Union africaine va intervenir? Est-ce que la CEMAC ou la CEAC vont intervenir, ou au niveau international, est-ce qu'ils vont intervenir? En tout cas, les institutions vont intervenir. Ne serait-ce que réagir, c'est vrai qu'on parle d'intervention, mais ne Oui, serait-ce que la réaction, à savoir réaction. De condamner, d'anticiper même les dialogues pour éviter qu'on tombe donc dans les travers qu'on connaît tous ici sur le plateau. Et finalement, c'est vrai que c'est un manquement que beaucoup en tout cas, on n'a pas vu, et même au niveau de l'opposition, j'ai pas vu, parce que quand ils ont réagi à pour certains à la validation de leur candidature, j'ai pas vu comment on va dire, un soutien. En tout cas, certains ont félicité donc Elecam pour. Voilà, donc. On va pas les nommer ici, mais certains donc, à ont partir félicité de là, le PCR. je vois pas trop de soutien, à part le soutien populaire que peut avoir Maurice Kamto. Je vois pas de soutien. En tout cas, on va attendre, mais il faut vraiment une pression populaire et une pression internationale pour que ça puisse changer. Mais là, je vois plus la détermination du régime, en tout cas du système, parce que je ne vais même pas parler du président, mais du système ou de la galaxie Paul Biya, qui sont très déterminés à garder le pouvoir, et ils ne font même pas semblant. C'est-à-dire que parfois on peut faire semblant à chercher, c'est-à-dire que là on parlait des audios qui vont sortir, ils sont capables même de dire « et après ». Et donc c'est pour ça que... Ouais. Et c'est ça qui va mettre le feu à la poudrière, c'est-à-dire que malheureusement, si on donne des audios, si on donne des preuves tangibles et que finalement elles ne sont pas reconnues alors qu'elles sont complètement constatées par le monde entier et par notamment les Camerounais en premier, et si finalement on ne va pas dans le sens en se disant oui, effectivement il y a eu tentative de corruption, c'est vraiment ça qui va mettre le feu à la poudrière et qui va créer une véritable crise politique et sociale donc, au Cameroun. Moi je ne crois pas en fait un soulèvement populaire, pour vous dire honnêtement. Parce qu'il y a eu des faits qui sont passés dans le pays qui méritaient que les gens s'émotent, que les gens se manifestent leur colère, et ça n'a jamais eu lieu en fait. Et qu'on n'a pas en fait, on n'est pas habitué en tout cas au Cameroun, ça serait une surprise. En tout cas, je dis, si ça devait arriver, ce serait une vraie surprise. Mais moi, je n'y crois pas en regardant l'histoire un petit peu du Cameroun, les dernières années et tout ce qui s'est passé dans le pays. Et que ce fait-là puisse mobiliser la jeunesse, mobiliser les partis politiques, l'opposition, parce que pour un soutien de la communauté internationale, pour une réaction de la communauté internationale, il faut que déjà qu'il y ait des choses dans le pays, que les gens s'émotent, les gens disent non, on n'est pas d'accord, qu'il y ait déjà en fait un mouvement qui permet qui est contestataire en réalité, qui est assez dynamique, qui est assez important, qui menacerait peut-être même la stabilité du pays pour que la communauté internationale puisse réagir et peut-être les soutenir. Mais moi, en tout cas, depuis hier, depuis quelques temps même, avant, parce qu'on parlait de ce sujet, on dit que c'était le risque, j'ai jamais, en tout cas, les échanges que j'ai eus en lisant l'actualité, je ne vois pas, en fait, ne serait-ce que même un début de soulèvement. Donc pour vous, la seule solution serait que, finalement, les organisations internationales, que ce soit l'Union africaine, les puissances internationales prennent la parole et poussent le pouvoir à laisser tous les candidats concourir. Pour vous, c'est la seule solution aujourd'hui je dirais même pas, parce que même si, le pouvoir. Non, même si la communauté internationale faisait ça, ils ne lâcheraient pas. Je n'y crois pas. C'est-à-dire que je pense que tant que Biya sera là, Biya va participer à cette élection, certainement va les gagner. Et ensuite, la question qui va se poser derrière moi, c'est la succession. Et donc, je pense que l'enjeu pour eux maintenant, c'est de savoir qui va prendre le pouvoir après Biya, en réalité. Et peut-être les prochaines élections, il y aura déjà une explosion de cette galaxie, comme Baba vient de le dire, Biya, parce qu'il y a quand même des conflits entre eux, il y a des divergences entre eux. Et une fois que ça aura explosé, peut-être ça permettra en quelque sorte, si Biya n'est plus là, que les gens puissent se libérer, la parole puisse se libérer, que les gens puissent manifester. Mais en tout cas, à l'état actuel des choses, il tient vraiment bien le pays et que personne n'a intérêt... de M. Biya, mais on parle aussi du régime Biya. Oui, mais je parle du régime en parlant de Biya. Pour terminer vraiment. Pour terminer, moi je pense que là, on arrive à une limite au Cameroun. C'est vrai que le système est bien tenu, mais là, les Camerounais veulent vraiment tourner la page Biya. Les gens du Sud... Donc, ils ont appelé à ce que la population du Sud lâche Biya. Les gens du Nord, qui étaient quand même un soutien important de Biya, 40% de l'électorat, eux, pareil, ils lâchent Biya, même si, évidemment, les deux leaders politiques du Nord ont été validés pour concourir.
Donc moi, je pense que le Cameroun arrive à une limite pour un président qui n'est même pas physiquement présent, que les gens ne voient jamais, qui ne va même pas faire campagne, parce qu'on s'est dit que lors des dernières élections, il a assisté qu'à un meeting. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont dire trop, c'est trop. Et moi, je pense que cette fois-ci, on arrive à cette limite et il pourrait que la rue ait raison du régime de Biya. En tout cas, deux visions s'opposent ici sur le plateau, donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, on espère que ça se passera dans le calme, parce que c'est important, et notamment d'abord pour les Camerounais, pour l'Afrique entière. Alors, mesdames et messieurs, on continue avec le deuxième sujet de cette émission, et là, c'est cap vers la Côte d'Ivoire. Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Le 23 juillet 2025, Awadon Melo, vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, a officiellement annoncé son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre. Cette décision, mûrement réfléchie, vise à anticiper une éventuelle inéligibilité de l'ex-président Laurent Gbagbo radié de la liste électorale. Awadon Melo plaidant pour des candidatures de précaution a vu deux de ses soutiens évincés de la direction, provoquant une polémique. Il cherche à éviter une politique de la chaise vide, affaiblissant la gauche ivoirienne. La proposition d'Awadon Melo révèle d'une fracture stratégique au sein du PPACI parce que, au lieu d'être tous les partis derrière le président Laurent Gbagbo pour réclamer son éligibilité, un membre du parti se détache pour exprimer ses ambitions personnelles. Donc c'est une fracture. Côte d'Ivoire, va-t-on vers des plans B? Donc effectivement, mesdames et messieurs, la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, aussi comme le Cameroun, approche à grands pas et pourtant rien ne semble clair. Le président Alassane Ouattara entretient encore le flou autour de sa candidature, tandis que plusieurs figures emblématiques, oui, commencent à sortir. Il faut le dire ici sur le plateau. Donc ces nouveaux visages émergent, portés comme des solutions de rechange, des figures de substitution, mais que vaut une élection donc sans les principaux acteurs historiques qui sont exclus encore aujourd'hui? Sommes-nous en train d'assister donc à une recomposition profonde du paysage politique ivoirien ou à une élection verrouillée jouée d'avance? Alors, va-t-on vers une élection avec les plans B? En tout cas, beaucoup de plans B sont sortis. Donc, c'est la question que nous posons ici avec nos chers invités. Alors, je me retourne bien sûr vers vous, Monsieur Kadiani Noba. Que pensez-vous donc de cette stratégie, en tout cas de cette élection qui va plutôt vers les plans B, parce que pas mal sortent donc au grand jour? Je pense qu'ils n'ont pas le choix pour toutes les candidatures qui ont été recalées. Donc on parle de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, Blé Goudé et Tidjane Thiam. C'est les quatre principaux candidats qui sont en cause ici. Et déjà, des plans B, oui, mais je pense que ce qui est important pour moi, c'est que la Côte d'Ivoire, quand même, est un pays qui est très important pour la sous-région. Et donc, aujourd'hui, ce que ces candidats, en fait, qui ont été recalés doivent mettre sur la balance, c'est la stabilité du pays et que tourner la page, en fait, définitivement. Parce que je pense que ça va être les dernières élections d'Alassane Ouattara et la rivalité qu'il y avait entre les trois, Alassane Ouattara, Bédié et Laurent Gbagbo. Je pense que c'est les dernières élections qu'on les aura en Côte d'Ivoire. Et ces trois se sont toujours affrontés et que ça a toujours amené la Côte d'Ivoire vers les lendemains incertains. Moi, j'ai grand espoir pour dire que Blé Goudé et Guillaume Soro reviendront dans la course bientôt. C'est-à-dire bientôt, comment vont-ils revenir dans la course? C'est-à-dire que cette élection, ils ne vont pas y participer, mais ils vont rester quand même dans la course parce qu'ils peuvent influencer, ils sont jeunes déjà, et puis ils peuvent aussi influencer parce qu'ils peuvent choisir, en tout cas, de dire moi je soutiens tel candidat, et je pense que c'est ça le plus important parce que l'exemple du Sénégal nous a montré que finalement aujourd'hui, parfois même quand on vous empêche en fait de participer à des élections, vous avez plus de poids. Et donc il faut savoir utiliser en fait les circonstances en fait actuellement peuvent être en leur faveur en réalité. Tidjane Thiam, je trouve que c'est dommage. Moi, quand j'ai vu qu'il était en fait du parti PDCI, je me disais que la Côte d'Ivoire est malchanceuse en fait en réalité, parce que s'il était en réalité du même côté qu'Alassane Ouattara, il était évident que sa candidature allait passer comme crème et puis il allait prendre la relève. Bien sûr, donc, ça, si la candidature allait passer si M. Ouattara ne se présente pas. Mais voilà, mais comme ça, on va parler de chaque parti. Donc, parlons déjà de Alassane Ouattara. Pour le coup, pour l'instant, on ne sait toujours pas si Alassane Ouattara va se prononcer, enfin, va annoncer officiellement
officiellement donc, sa candidature. Donc on le sait qu'il y a forcément une prise de parole pour donc, la fête de l'indépendance donc, de la Côte d'Ivoire incessamment sous peu, donc début août. Est-ce que vous pensez que début août, quand Alassane Ouattara va prendre la parole, il va annoncer éventuellement donc, ce plan B pour le RHDP, donc chaque parti aura un plan B, ou au contraire c'est une annonce officielle de sa candidature? Où en sommes-nous? Nous sommes à quelques jours du mois d'août. Alors, Baba? Oui, donc, vous savez, pour le plan B, je pense que le président Ouattara, c'est celui qui sait le mieux utiliser ce qu'on appelle le plan B. On le regarde bien, c'est-à-dire qu'un plan B, parce que tous les autres, en tout cas, toutes les compos, si vous écoutez en tout cas les débats politiques en Côte d'Ivoire, on a parlé de plan B à partir du moment où on fait référence au plan B sénégalais. Eux tous, ils ont parlé de l'exemple Jean-Louis Billon. Eux tous, ils ont parlé du plan B à la sénégalaise. Sauf qu'ils n'ont pas compris, en tout cas à la sénégalaise, comment ça s'est passé. Un plan B, ça doit surprendre. Alassane Ouattara, lui, il a déjà commencé dès le mois de janvier à dire « j'ai une demi-douzaine de candidats ». Ensuite, jusqu'au 6 août, il y a toujours un suspense pour savoir est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il n'y va pas. Et c'est ce suspense qui fait que le plan B n'existe qu'à la dernière minute, comme on fait le Joker ou Casa del Papel, le professeur. C'est-à-dire que c'est une stratégie de dernière minute. Vous prenez le cas du plan de Gbagbo, le Awadon Melo dont on parle et qu'on veut plus ou moins exclure. Moi, je l'ai écouté dans des meetings. Et je me suis dit, avant même qu'il se déclare, je me suis dit, lui, il pourrait être le plan B de Laurent Gbagbo. Il est un peu plus jeune, mais il a le côté tribun et le côté aussi assez structuré. En tout cas, je le voyais bien en plan B. Sauf que le fait de déclarer son plan B, quoique lui, il dit c'est un plan de précaution. Ok, très bien. Pour ça. On va en parler dans un instant, mais concernant le plan B de Alassane Ouattara, c'est ce qui nous intéresse. Je veux dire, c'est le process du plan B, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute. Donc, la question, pour le coup, je la réitère, vous pensez aujourd'hui sur le plateau, encore une fois, de l'Afrique dans tous ses états, que Alassane Ouattara va annoncer le 6 août éventuellement son plan B? Non, qui ne se présente pas. Qui ne présente pas. En tout cas, le 6 août, première étape, il ne se présentera pas aux élections présidentielles. Ensuite, il y a les 6, la demi-douzaine dont il parle. C'était même la façon dont Ousmane Sonko avait établi. C'était 6 qui étaient partis chercher leur parrainage ou 5. Et ensuite, ça va être le plan B sur une autre. Donc, pour moi, c'est le plan B qu'il va déclarer. En tout cas, pour vous, vous considérez que le plan B du RHDP sera annoncé à la dernière minute pour créer cet effet de surprise. Absolument. Très bien. Vous en pensez quoi de cette stratégie? Est-ce que vous pensez déjà que Alassane Ouattara ne se présentera pas? Est-ce que vous pensez que Alassane Ouattara va aussi annoncer éventuellement son plan B? Alors, moi, ma position a toujours été que je pense qu'Alassane Ouattara va se présenter. Alors, il attend peut-être un peu plus, il met un peu plus de temps pour voir comment les choses vont évoluer. Parce que pour moi, s'il avait vraiment l'idée d'avoir un plan B, il allait quand même inciter donc, à une espèce de dialogue politique. Sinon, ce n'est pas à lui de décider que, comme lui, il ne se représente pas, donc comme disait tout à l'heure notre invité, il faudrait peut-être renouveler la classe politique ivoirienne et que toutes les personnes qui se sont affrontées doivent un petit peu être écartées d'une façon ou d'une autre. On peut penser cela en disant, il écarte Gbagbo éventuellement, lui-même il ne va pas se présenter, donc il va y avoir un renouveau au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne crois pas à cette hypothèse. Je pense que Alassane Ouattara, alors on l'a déjà dit, même s'il a un bon bilan, etc., selon ses partisans, et qu'il ne devait pas avoir peur d'affronter qui que ce soit au deuxième tour. Aujourd'hui, en tout cas, le fait de refuser le dialogue politique, le fait de ne pas, malgré tous les appels, malgré toutes les interventions, je pense que pour lui, justement, c'est sur cet argument-là que joue le RHDP en disant « nous, on ne reconnaît pas les individus, mais on reconnaît les partis politiques. Un parti politique, ce n'est pas une personne. Donc voilà, vous voyez, nous, on ne remet pas la démocratie en cause en Côte d'Ivoire. Libre à ces partis de présenter d'autres candidats, donc contre Ouattara. Et comme comment vous le présentez? On a l'impression que c'est un plan bien ficelé, bien organisé, bien réfléchi, bien anticipé. Vous en pensez quoi, Kadi Alinoba? Moi, je pense que le président Ouattara va se présenter. D'accord, donc vous êtes du même avis que Dr Camara? Parce que s'il voulait avoir... parce que là, moi, je ne dirais même pas de plan B, parce que si les autres n'ont pas de plan B et que Alassane... Ils n'ont pas eu le choix, en fait, d'autres...
Et que là, c'est le président Alassane Ouattara qui a la possibilité d'avoir un plan B. Mais je pense que, vu la situation, il ne prendra pas de risques. C'est-à-dire de risque de quoi? Parce que si on doit choisir un plan B actuellement, il doit donner du temps à son plan B de pouvoir préparer l'élection, parce qu'il nous reste combien? 2 mois. S'il fait un parallèle avec le Sénégal. Alors le contexte du Sénégal est assez différent et assez particulier, parce que la manière dont le PASTEF est structuré, et qu'il y a eu aussi des élections en 2022, la tendance s'était déjà dégagée. Oui, comme en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, concernant le RHDP. Oui, alors le RHDP, c'est que et que aussi, moi je ne dirais pas que c'est la même chose, parce que quand même au Sénégal, il y avait déjà cette contestation, ce mouvement où tout le monde, c'était pas une histoire de parti politique, parce qu'il y avait la société civile, les chefs religieux, donc toute la communauté, tout le peuple sénégalais était déjà préparé pour dire que quoi qu'il en soit, on veut pas, en fait, on va faire un front contre, en fait, le président sortant. Donc la question, c'est que lui, il a fait une erreur. C'est qu'il a choisi un candidat à la dernière minute. Donc si Alassane Ouattara devait ne pas se présenter, il doit se déclarer dès maintenant, donner suffisamment de temps. Après, comme on a pu le dire, il a quand même un point incontestable en Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est un très grand parti, une grosse machine de guerre. Donc est-ce que même en déclarant son plan B à la dernière minute, est-ce que le RHDP ne peut pas remporter donc l'élection présidentielle, sachant les candidats qu'il y aura en face? Non mais justement... C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Ils étaient si sûrs de pouvoir gagner les élections, quoi qu'il arrive, pourquoi justement prendre tout ce risque pour la Côte d'Ivoire, d'affrontement, de tension post-électorale? C'est ce qui n'est pas compréhensible. Est-ce que le fait qu'il ne se présente pas, finalement, peut éviter qu'il y ait ces affrontements comme vous les présentez ici? Tout à fait, ça c'est possible. S'il ne se présente pas et que les autres présentent, s'il ne se présente pas et que son plan B à lui finalement vient à gagner, bon, peut-être que les gens vont dire ce n'est plus Ouattara, c'est quelqu'un d'autre, donc les plans B des autres partis auraient pu aussi avoir la possibilité de le battre, mais dans ce cas-là, il faut que l'opposition, quoi qu'elle arrive, fasse une espèce d'alliance et pour pouvoir battre quel que soit le candidat. Baba, je vous laisse réagir. Oui, et je pense que pour moi, c'est la meilleure... Pour moi, le président Ouattara est en train de préparer sa sortie avec une grandeur. Et c'est pour ça que la date du 6 août n'est pas anodine. Il peut rentrer dans l'histoire et de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en annonçant que tout simplement que lui... Vous savez, quand vous voulez faire une belle sortie, on fait mousser un peu, on amène la tension jusqu'au bout. Et après, le jour J, on fait une telle déclaration et on sort comme un grand président qui voilà la grandeur. D'autant plus qu'on fait souvent le parallèle avec le Cameroun. Et donc là, il ferait une très belle sortie et lui-même il le sait. Et il a dit, c'est-à-dire que moi, en suivant même le président Ouattara dans toutes ses interventions, on sait qu'il va vers une belle sortie et cette sortie, ça va être ça. Et s'il fait cette sortie également, il permet également au RHDP, parce que les autres, ça sera les plans B qui ils vont dire, bon, comme Alassane Ouattara ne va pas sur son plan B, nous aussi on est là. Qui va empêcher Jean-Louis Billon de concourir contre, et pourquoi pas Tidjane Thiam, on ne sait jamais, il peut toujours revenir dans la course, mais on sait qu'il écartera peut-être les Gbagbo, donc les autres plans B, donc ça va être la division. On n'aura plus le front uni de l'opposition, et donc ça permettra, et puis un peu là où je ne rejoins pas, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, il va décider, le président Ouattara va décider de son plan B, et quel qu'il en soit, ça va être, pour les gens du RHDP, ils vont suivre les choix de Ouattara, d'Alassane Ouattara. Donc pour moi, il est dans cette logique de sortir avec... Vous avez notifié un point important, c'est-à-dire qu'on sait que le président Alassane Ouattara a rencontré donc, le président français tout récemment. Donc bien sûr, on spécule sur ce qui a été dit entre ces deux présidents. Donc, alors, qu'est-ce qui a pu être dit? Est-ce que forcément on a parlé donc, des élections présidentielles? Certains disent oui, certains disent non. Est-ce que voilà, le cas des personnes donc, qui ne peuvent pas concourir à l'élection, notamment Tidjane Thiam, a forcément été peut-être énoncé lors de cette visite? Vous en pensez quoi? Comment peut-on spéculer aussi sur le plateau? Justement, si on regarde un petit peu ce qui a été dit entre le président Ouattara et le président Macron, il semblerait qu'ils n'ont pas du tout abordé la question des candidats recalés. Il semblerait. Mais surtout, ce qui, moi, me pousse à considérer que Ouattara n'a pas l'intention de passer la main, c'est que, par exemple, le président Macron lui aurait dit
d'accélérer la mise en place donc, de l'ECO au niveau de la CEDEAO et aussi de veiller à ce que l'UEMOA, enfin, qu'il était tout à fait d'accord avec la position de Ouattara par rapport à ce qui s'est passé tout récemment avec le refus de la présidence de la commission de l'UEMOA au Burkina Faso. Donc quelqu'un qui a vraiment envie de passer la main, je pense que ne prend pas ce type de position. Et je vais juste dire une chose, c'est que Alassane Ouattara, s'il voulait sortir par la grande porte, mais il l'aurait déjà fait il y a 5 ans, parce que c'est lui qui fut le plan B de son propre parti. Puisque celui qui semblait être le dauphin, donc, a été rappelé donc, à Dieu, il aurait pu dire, ben voilà, même s'il n'est pas là, on est un grand parti structuré, on laisse d'autres jeunes émerger, même si on prend le risque qu'il ne gagne pas cette fois-ci, vu qu'on a un bilan. Mais il n'a pas fait. C'est lui qui s'est proposé, malgré son âge. Moi, je pense que quand même, sur cette partie-là, c'est que... Moi, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il ne va être candidat parce que, disons-nous que l'expérience nous montre qu'en Afrique, quand on est président sortant, on n'est jamais sûr, en fait, d'avoir une tranquillité derrière. Donc, généralement, on s'inquiète toujours de qui va succéder. Et donc, je pense que pour le président Ouattara, il est quand même d'enjeu qu'il puisse déjà, peut-être, s'il concourir à cette élection, une fois qu'il a gagné, derrière, il peut se dire, bon, maintenant, je suis sûr que pour les 5 dernières, pour les années à venir, je peux être tranquille, je peux maintenant organiser la transition. Mais je pense que, de toute façon, le président Ouattara est rentré dans l'histoire, en fait, de la Côte d'Ivoire. Si c'est pour rentrer encore plus dans l'histoire, ça serait bien, mais il est déjà rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'il a fait énormément de choses. Moi, chaque année, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vois que le pays quand même s'est développé, le PIB a explosé ces 10 dernières années. Il a un bilan. Donc il a un bilan extraordinaire. La question qui se pose, c'est toujours en réalité le bilan immatériel. C'est cette question-là, c'est pas le bilan matériel. C'est que toujours c'est la question des droits, le fait que l'opposition ne participe pas en fait à l'élection, ce qui remet en cause en fait la légitimité forcément du président qui sera élu. Donc c'est toujours ces questions-là, mais ce n'est pas sur le bilan économique en réalité que j'aurais quelque chose à dire sur le président Alassane Ouattara. Et donc c'est pourquoi moi je pense que même le pays, quand on parle aussi avec les Ivoiriens, ils se disent que quoi qu'il en soit, le président Ouattara a fait beaucoup de travail. Et donc eux, même s'il y en a certains qui se disent que même s'il s'est représenté plusieurs fois, ils allaient encore voter pour lui. Parce qu'il bien sûr, et il y en a d'autres avec les autres partis. Bon, après, on ne va pas revenir. Mais voilà, on va pas tomber dans ça quand même. Ça, c'est un problème, en fait. Donc voilà, c'est un pays que je chéris, que j'aime bien et que j'espère qu'en tout cas, ils vont trouver la solution. Le président Ouattara, c'est quelqu'un de très intelligent, qui connaît bien la situation, qui connaît bien son pays, et donc je pense que... Et donc il va se représenter, selon vous? Moi, je pense que oui, il va se représenter, oui. D'accord, pour vous, c'est la stratégie. Baba considère que non, au contraire, rentrer dans l'histoire, ce serait plutôt de dire, je m'arrête là, et je donne la main, je passe la main donc à la jeune génération, on va dire ça comme ça. En tout cas, pour moi, tous les signes sont là pour aller vers ça, et pour moi, effectivement, comme ils sont d'accord, s'il le fait, il rentre un peu plus dans l'histoire parce que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il le fasse. Donc, ils sont d'accord avec moi là-dessus et ça permettrait d'apaiser le climat électoral en Côte d'Ivoire. Donc malgré le fait que des personnalités donc politiques importantes ne concourent pas, malgré le fait que donc ceux qu'on attendait, les grands visages ne concourent pas à l'élection présidentielle. La France, juste un cas, quand on parle de rencontre entre Macron ou la France, généralement à l'approche des élections, on a souvent les ambassades qui donnent des indications à leurs compatriotes en disant pendant cette période, faites attention. Et vu qu'il n'y a aucun de ces indicateurs, c'est pour ça que je vous dis, le président Ouattara ne va pas se présenter. Si vous permettez, sur cette partie-là, avec la rencontre avec Macron, je pense que vous avez parlé tout à l'heure, s'ils ont soulevé la question des opposants qui ont été privés de participer à l'élection. Je pense que la France est en train de comprendre aussi qu'il ne faut plus maintenant se mêler forcément à des histoires, des questions politiques. Et donc, les questions qui vont être abordées, c'est les enjeux économiques, parce qu'on sait que quand même la Côte d'Ivoire est un partenaire important en Afrique pour la France. Et donc, la stabilité du pays aussi va conditionner le business, disons-le comme ça, parce qu'aujourd'hui, dans les relations entre la France et les pays africains, on se tourne plutôt vers une relation, on va dire, économique, beaucoup plus axée sur l'économie et la stratégie que sur le militaire et l'émission de la France dans la politique intérieure. Et donc, je pense que la question, en réalité,
les signaux sont ouverts pour moi, pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, la manière dont je vois les choses. D'accord. Sauf si Ouattara est candidat et tous les autres sont écartés, je ne suis pas sûr que les signaux vont rester ouverts. C'est pour ça qu'il y a quand même deux visions qui s'opposent, c'est-à-dire qu'effectivement, entre se présenter et ne pas permettre aux autres de se présenter, et ne pas se présenter et permettre au plan B de se présenter, il y a quand même, c'est quand même des scénarios je pense qu'on ne va pas refaire le débat, mais... On ne va pas refaire du tout le débat ici. Tout à l'heure, on avait parlé du Cameroun, et que là, actuellement, on parle de la Côte d'Ivoire, mais quand on regarde la situation des candidats, il y a quand même moi, je crois beaucoup plus, en fait, à la légalité des décisions qui ont été prises au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pour dire que ces candidats, ces opposants ne peuvent pas concourir en fait à l'élection présidentielle. Même s'il y a des choses à redire, mais quand on regarde, parce que par exemple, Gbagbo, pourquoi on l'a empêché, on ne va vraiment pas refaire le Guillaume Soro, Blé Goudé et Tidjane Thiam aussi, les raisons pour lesquelles en tout cas ils ne sont pas candidats. Juste pour terminer. Non, c'est plus subtil, pour juste répondre, eux ils le font plus subtilement que le Cameroun, mais c'est la même chose. Mesdames et messieurs, on continue les débats, quoi qu'il en soit, on va toujours en parler ici, on va continuer à en parler jusqu'au moins en octobre, et on espère vraiment qu'il y aura des élections donc apaisées, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Allez, nous allons conclure avec le troisième sujet, là c'est destination le Sénégal. On regarde une vidéo et puis on revient. Certains disent que j'ai des divergences avec le Premier ministre. Non. Comme l'a dit le Premier ministre, c'est mon ami et je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à m'appesantir sur ce que les Sénégalais attendent de nous, en mettant l'accent sur les solutions à apporter à leurs difficultés. Le chef du gouvernement est fréquemment accusé par l'opposition et des membres de la société civile de vouloir faire taire toute voix discordante au Sénégal et de ne pas avoir respecté ses promesses. Les nouvelles autorités se défendent en affirmant que leur action politique est limitée par l'état catastrophique dans lequel elles disent avoir trouvé le pays. La dernière base militaire française du pays en 65 ans de présence militaire permanente tricolore qui se tourne. C'était une promesse de campagne du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est tombé avec l'arrivée au Sénégal des nouvelles autorités qui veulent plus de souveraineté militaire, d'où la restitution tout simplement de ces emprises militaires au Sénégal. Souveraineté, transparence, réforme, où en sommes-nous au Sénégal? Donc il y a peu, le Sénégal ouvrait une nouvelle page de son histoire avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, portée par Ousmane Sonko lors de leur coalition. Ils sont arrivés au pouvoir avec un discours fort, donc rupture avec l'ancien système, on est d'accord ici, restauration de la souveraineté nationale, transparence totale et réforme profonde de l'État. Alors depuis, des symboles forts ont été posés, dont des actes forts ont été posés, le retrait des troupes françaises, un audit donc historique des finances publiques, une volonté affirmée de digitalisation donc, et de moralisation. Mais le réel est là, donc dette cachée colossale, gel du FMI, retard dans la mise en œuvre des réformes et parfois même des tensions au sommet de l'État. Alors, où en sommes-nous au Sénégal? Alors là, je vais me tourner bien sûr vers vous, donc cadre du PASTEF. Vous revenez du Sénégal, donc il y a à peine quelques jours. Faites-nous un peu le bilan de la situation. Donc moi, j'ai donné quelques points, on vous écoute. Je dis que le Sénégal, en tout cas, est très stable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'instabilité, en tout cas du Sénégal. Donc sur le plan politique, sur le plan social, le pays est très stable. On a juste des difficultés économiques. Et donc, comme vous venez de le souligner, ces difficultés économiques, on connaît en fait les raisons pour lesquelles on est confronté à ces difficultés. Mais le gouvernement est en train de travailler, des efforts sont en train d'être fournis. C'est vrai que dans le passé, on était habitué à chaque fois quand un gouvernement arrivait au pouvoir, c'est de pouvoir mettre en France ce qu'on appelle les infrastructures qui sont visibles, qui permettent de montrer à la population qu'on est en train de travailler. Alors, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes. Là, récemment, ce qui a été mis, en tout cas la décision qui a été entérinée, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2026, il y aura en fait la mise en place du SIGIF, le système intégré en fait de gestion de l'information financière, pour justement éviter qu'on ait encore des difficultés ou bien qu'on se retrouve avec une dette cachée, avec des incohérences entre les différentes directions d'un même ministère, par exemple le ministère des Finances, et donc d'avoir la possibilité d'avoir des dettes cachées. Donc ça c'est vraiment une réforme qui est quand même assez importante, mais qui, du point de vue de la population, certes, la population ne va pas ressentir cela parce qu'ils vont se dire, mais
Est-ce que ça a un impact sur l'assiette, le panier du ménager? C'est vrai, ça n'a pas d'impact direct, mais dans la structuration de l'État, c'est hyper important, c'est très structurant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la population sénégalaise va comprendre et est prête à patienter pour voir finalement des résultats concrets? Oui, moi je vous répondrai en disant que Paris ne s'est pas fait en un seul jour et qu'il faut qu'on prenne le temps. C'est une étape importante, c'est-à-dire que si on veut changer nos pays, c'est très important, c'est une étape à franchir. Qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de mettre en place des réformes qui sont structurantes, d'avoir une stratégie claire, par exemple, sur tout ce qui est l'orientation économique du pays. Aujourd'hui, on voit que le Sénégal n'est plus féodé à aucun pays. Le Sénégal a un discours qui est très clair, c'est-à-dire que le Sénégal défend ses intérêts. Que vous soyez un pays européen, un pays asiatique ou un pays américain, si vous voulez faire des affaires au Sénégal, le Sénégal doit s'y retrouver. C'est vrai qu'on a vu pas mal les autorités sénégalaises voyager, notamment aller en Chine, aller mais je vous donne un exemple. Aux États-Unis. Au-delà de cela même, ils ont commencé à mettre en œuvre une promesse qui a été faite lors de la campagne électorale, c'est-à-dire la renégociation des contrats. Par exemple, l'usine de dessalement qui est au camp des Mamelles, dont le contrat a été signé quelques jours juste après l'élection du président Diomaye par l'ancien président sortant. Aujourd'hui, ce contrat est en train d'être renégocié et ce qui est extraordinaire sur ce plan-là, c'est que dans l'ancien contrat, on n'avait pas inclus ce qu'on appelle le contenu local, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en fait des acteurs de l'économie locale qui étaient partis à ce contrat. Mais avec la renégociation, on a pu baisser le coût en fait de l'eau déjà, mais en plus on a intégré la Sénégal. Ce n'est pas le seul exemple. Et c'est pas le seul exemple. Sénégal doit renflouer les caisses. Hein, donc on parle aussi des médias aussi. Justement, j'allais donner cet exemple, c'est-à-dire que aussi on voit qu'aujourd'hui avec la redevance, pour ne pas citer Canal, qui payait 75 millions aujourd'hui, en renégociant, en rediscutant, on arrive à 4 milliards. RFI c'est pareil aussi. Donc il y a ça à dire que ce qui est important aujourd'hui pour nous dans le pays, c'est que ceux qui veulent faire des affaires au Sénégal doivent comprendre que le Sénégal ne roule pas pour un autre pays. Le Sénégal roule pour le Sénégal, mais on n'empêche à personne de venir faire des affaires au Sénégal. Et donc, pour entériner cette dynamique, le gouvernement est en train de travailler sur la réforme en fait de l'environnement des affaires avec le Code général des impôts, le Code des investissements, le Code des douanes. On pourra en revenir tout à l'heure, mais c'est que pour montrer aussi qu'il y a des avantages qui étaient accordés à des investisseurs de manière indue. Donc ce qu'on veut, c'est que le cadre soit clair, que les gens sachent que quand vous venez au Sénégal, la justice fonctionne bien, mais que les investisseurs doivent aussi comprendre qu'on est dans un pays en développement et qu'ils doivent contribuer à l'économie du pays. Effectivement, est-ce que ça va suffire, donc l'argent que le Sénégal est en train de récupérer, je parle bien de récupération, va suffire pour remettre le Sénégal sur les rails et permettre donc ce développement économique tant attendu? Vous en pensez quoi, docteur Camara, vous qui êtes économiste? Oui, enfin, moi je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit précédemment, notamment en disant qu'il faut un petit peu de temps pour un petit peu remettre les choses à plat. En tout cas, il y a des bons signaux qui sont donnés. Donc en termes de souverainisme, de recouvrir une souveraineté économique plus importante. Alors c'est vrai que malheureusement les ressources internes dans nos pays ne suffisent jamais, donc on compte toujours sur les investissements étrangers et je pense que il n'y a pas de rupture du régime actuel par rapport au précédent. Bien sûr, donc, mais il y a quand même une dépendance. Aux États-Unis, on a vu la volonté d'aller vers un multiple partenariat pour attirer les investisseurs étrangers. Le seul problème, c'est que la capacité de négociation qu'on a vis-à-vis des investisseurs étrangers, donc ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc il faut vraiment arriver, notamment en exigeant des politiques de contenu local, il faut vraiment arriver à imposer donc, aux investisseurs étrangers donc, une logique qui justement prend en compte les intérêts du Sénégal. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est gagné, qui va demander un certain temps. Alors moi, je vais juste dire une chose, parce que c'est qu'on voit, en tout cas nous, n'étant pas sénégalais, étant à l'extérieur du Sénégal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui la population, elle est un peu pressée, parce que quand le PASTEF a fait sa campagne, il y avait des urgences
sociales, des urgences auxquelles les Sénégalais attendaient qu'on y réponde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, venir leur dire que oui, on s'est rendu compte que la situation elle est beaucoup plus catastrophique qu'on l'avait pensé et qu'il nous faut du temps pour un petit peu relancer les choses, ça c'est un problème. Mais le deuxième problème que nous on voit bien, bon, alors même si le PASTEF dit que non, en interne, tout est OK, etc., on voit bien ce qui se passe entre le président et le Premier ministre. Parce que le Premier ministre, c'est la personne que les Sénégalais attendaient, de fait, pour présider le Sénégal aujourd'hui, le pays. Malheureusement, voilà, il a été empêché, le plan B a marché, mais là on voit bien qu'aujourd'hui, moi j'ai vu des gens réclamer le retour du Premier ministre, parce que, bon, voilà, il faudrait que le Premier ministre, c'est pour ça que c'est important, oui, on va continuer sur ce point-là, parce qu'effectivement, vous qui êtes dans le PASTEF, après, voilà, c'est votre rôle aussi de montrer que le PASTEF a patte blanche, tout va bien donc, au Sénégal et notamment au sein du PASTEF, mais néanmoins, nous aussi, on a pu constater qu'il y avait quand même des inquiétudes au sein de la population sénégalaise qui voilà, considère, ou même dans la communauté internationale, qui dit qu'il y a peut-être voilà, des problèmes entre eux, enfin des problèmes, en tout cas des divergences peut-être entre donc, le président et, donc, et son Premier ministre, que effectivement certains appellent à ce que le Premier ministre reprenne le flambeau. Donc finalement, vous qui êtes là, cadre du PASTEF, vous pouvez confirmer que non, en fait, ce sont des allégations qui ne sont pas vérifiées, c'est complètement faux. Il y a des divergences, mais rien de spécial, tout va bien au sein de ce duo, à savoir Faye et Sonko. Parce qu'en fait, quand on regarde ce duo, on fait une lecture de ce qu'on a déjà connu. Mais je dis que ce duo est assez particulier. Et nous qui sommes cadres du parti, on est habitués à avoir des divergences au plus haut sommet du parti. Et cela n'est pas problématique. C'est pas problématique en réalité. Parfois, ça peut être contradictoire même au sein du parti, parce que moi, je fais beaucoup de critiques au sein du parti, mais peut-être j'en fais pas beaucoup, j'en parle pas beaucoup, mais on fait énormément de critiques. Donc là, ce qui se passe, c'est que on a en réalité deux hommes qui sont d'accord sur la même vision, mais ils ne vont pas en fait au même rythme. C'est ça en fait, c'est ça la difficulté. D'accord, mais ça peut être problématique et ça peut faire éclater entre guillemets ce duo. Non, c'est pas problématique. Si les Sénégalais sont aussi impatients, on a le Premier ministre qui est aussi impatient, mais le président, lui, finalement, joue la carte de la patience. Est-ce que cela ne peut pas créer finalement un trouble et un appel à ce que le PM devienne président, entre guillemets? Non, je ne pense pas, parce que les Sénégalais, les difficultés qu'on rencontre, c'est à quel rythme va la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, je reviens du Sénégal il n'y a même pas une semaine. Quand j'en discute souvent, j'aime bien faire une chose, c'est que quand je pars dans le pays, je rentre dans les taxis et souvent je pose la question. Et la majorité souvent, les Yango, la majorité souvent me disent que on sait que ça va être difficile, on l'accepte, on a accepté. Mais ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est pourquoi la justice est aussi lente en réalité, surtout pour les victimes des événements qui sont passés entre 2021 et 2024. Et quand on regarde le discours du Premier ministre aussi, il s'émeut pour dire mais pourquoi la justice ne fonctionne pas assez rapidement. Mais moi, ça me rassure qu'on ait un Premier ministre qui se plaignent de la justice, parce que ça montre effectivement qu'il ne s'y mixe pas dedans. Mais il y a aussi un autre fait qui est important, c'est que il ne faut pas non plus... Nous, on n'a jamais dit qu'on allait faire parce que je suis dans le parti depuis quelques temps, même si on n'a jamais dit qu'on allait faire les choses de manière très rapide. On s'est dit que pour redresser le pays, il faut compter dans les 10 ans, les 10 premières années généralement, on va faire des réformes qui sont structurantes. Et donc, aujourd'hui, le président Diomaye l'a dit, que lui, il ne s'inquiète pas en fait de savoir s'il aura un deuxième mandat ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que les décisions que je vais prendre aujourd'hui, ça aura un impact sur la vie des Sénégalais. Et donc ça, c'est pas évident. Bien sûr, donc, on va donner la parole à Baba pour conclure. Donc on va vous donner, voilà. Vous en pensez quoi de la situation du duo Diomaye Sonko, du Sénégal et de son avancée, de son développement? Je pense que le problème du Sénégal, ça va être, pour moi, le problème vient surtout des médias. Et si on regarde bien les médias sénégalais, vous regardez les médias sénégalais, 90% des médias sont anti... Bon, c'est la continuité du régime de Macky Sall, 90%. Vous regardez les titres, c'est anti-Sonko. Et vous allez prendre, je ne vais pas les citer, je ne vais pas nommer ces personnes, mais vous avez au moins 2 ou 3 personnes très influentes au niveau international. Donc, quand on reprend tout ce que les médias internationaux on dit depuis l'avènement du pouvoir, en tout cas du duo, mais
C'est-à-dire que nous qui connaissons ce qui se passe, on est complètement, on se dit, mais est-ce qu'ils ont les bonnes informations? Par exemple, par rapport au duo Sonko, on s'est dit, mais pourquoi ils parlent des divergences? En tout cas, ils parlaient même de divorce en direct, alors qu'il y avait un fait pendant la campagne électorale, campagne législative, où c'était encore pire. La manière dont Sonko s'était adressé à son président pendant la campagne et au ministre en disant que si vous ne faites pas ça, je vais faire ça. Donc ça a eu lieu. Et si vous écoutez depuis le début du temps de PASTEF, ça a toujours été entre Sonko et Diomaye. Parfois vous entendez même des voix éclater. On se disait que les deux là n'allaient jamais se réconcilier, mais ça a été tout leur mouvement depuis PASTEF jusque-là. Donc c'est pour ça que nous on était étonnés de cela. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est la communication gouvernementale doit être améliorée. Parce que la pire des choses, c'est la perception que peuvent avoir la population. Et moi je suis d'accord avec cette population. Notre impatience, en tout cas l'impatience, vient du fait de la justice. Les morts de 2021, nous on ne peut pas comprendre que jusqu'à présent les dossiers ne sont pas traités ou en tout cas enclenchés ou même s'ils sont enclenchés, qu'on puisse communiquer là-dessus. Les personnes qui aujourd'hui c'est ce que Sonko disait, qu'ils auraient dû raser les murs au lieu de parler. Mais aujourd'hui, on voit des personnes, en tout cas de l'ancien régime, qui se permettent d'aller sur les plateaux, qui se permettent de faire des interventions, alors qu'on se demande que normalement, ils auraient dû être appelés par la justice sur certains faits. Donc pour moi, le problème de ce gouvernement, en tout cas, c'est la communication, qu'ils commencent à avoir cette communication et qu'ils aillent un peu plus vite. Et effectivement, en tout cas, une bonne communication pour moi. En tout cas, le message est passé. Je suis d'accord avec vous, si vous permettez, Aïssatou, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Baba. La communication est aussi expliquer en réalité. Il faut beaucoup plus expliquer en réalité. Et ne pas aussi... moi, je suis à la fois rassuré parce que si les choses allaient plus vite sur ce plan-là, on aurait pu penser que ce serait en fait de la vengeance. Et c'est ce qu'il ne faut pas surtout laisser en fait penser à l'opinion. Donc c'est très important. C'est vrai que le temps de la justice n'est pas le temps en fait de la politique ou bien mais les enquêtes sont en cours. Ça, c'est vrai. Et que ça prendra le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Et il ne faut pas surtout commettre d'erreurs en réalité. Parce qu'on est quand même sorti sur des événements qui sont quand même très, très, très douloureuses, en fait. Très bien. Donc, ça, Mesdames et très messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Kadiali Nouba. Merci bien sûr à Babadem. Ainsi qu'à Dr Camara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Merci. Merci beaucoup.